Bonjour, soyez les bienvenus dans la semaine de l'écho. Qui gagnera la course à l'IA ? Après Paris et Londres, c'est à New Delhi que politiques et géants mondiaux de la tech se sont retrouvés. Entre plaidoyer pour une IA plus ouverte et démocratique, plus ou moins régulée et annonce d'investissements massifs, les dirigeants ont multiplié les messages souvent contradictoires. Face à une poignée d'acteurs américains qui contrôlent à la fois les modèles les plus puissants, les infrastructures de calcul, les données et les grandes plateformes numériques, les États-Unis ont-ils remporté la bataille de l'IA ? La Chine va-t-elle les dépasser ? Une troisième voie est-elle encore possible ? Eh bien, on parle de toutes ces questions avec mes invités. Isabelle Rille, bonjour. Vous êtes cofondatrice et directrice de l'Institut Prairie à l'Université Paris Sciences et Lettres. Et vous rentrez tout juste de New Delhi, vous avez rencontré des chercheurs indiens. À vos côtés, ou en face de vous plutôt, David Krief. Bonjour à vous, directeur du numérique et de la transformation du groupe Aéroports de Paris et vice-président du club informatique Grandes Entreprises Françaises, le CIGREF. Gilles Babinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur et président de Caféia, qui est une mission de médiation populaire sur le thème de l'IA. Et Damien Leloup, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé en technologie au quotidien Le Monde, co-auteur de 2 ouvrages quasiment simultanés, publiés au même moment, Nos nouveaux maîtres, sur les grands patrons de la Silicon Valley chez Albin Michel, et également auteur du Pouvoir des geeks aux éditions Les Arènes. Vous nous aiderez à mieux comprendre la psychologie et les ambitions de ces nouveaux maîtres de l'intelligence artificielle et de la tech. Les responsables politiques et des chefs de la tech se sont donc succédés dans la capitale indienne pour ce premier sommet de l'IA dans un pays dit du Grand Sud global. Retour en images sur les principales déclarations avec Brian Quinn et Agnès Le Cossec. Sous le regard du Premier ministre indien Narendra Modi, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, affiche ses inquiétudes. L'avenir de l'IA ne peut pas être décidé par une poignée de pays, ni laissé aux caprices de quelques milliardaires. L'ONU entend créer un fonds mondial pour développer l'IA dans les pays du Sud. Objectif, réunir 3 milliards de dollars, un montant très modeste au vu des investissements pratiqués dans le secteur. Rien qu'en Inde, 200 milliards sont prévus dans les prochaines années. Google a annoncé 15 milliards de dollars pour la construction de nouveaux câbles sous-marins et l'installation d'un site dédié à l'intelligence artificielle. OpenAI, le créateur de ChatGPT, s'est associé avec le géant indien Tata pour construire un centre de données. Reste le sujet épineux de la réglementation. Emmanuel Macron défend un équilibre entre encadrement et innovation. Nous croyons dans des valeurs fondamentales communes, la science, l'état de droit, l'équilibre mondial, un multilatéralisme efficace et l'innovation au bénéfice de tous. Mais difficile de réglementer l'intelligence artificielle sans le soutien des États-Unis. Washington a rejeté à nouveau vendredi toute idée d'une gouvernance mondiale de l'IA. Pas de gouvernance mondiale de l'IA, les États-Unis campent sur leur refus. Damien Leloup, ça vous étonne ? Pas du tout, parce que c'est globalement la ligne de ce gouvernement Trump et de cette administration. Une forme de protectionnisme, ou en tout cas de défense exacerbée des grandes entreprises de la tech américaines, qui va de pair avec une absence quasi totale de régulation, au moins sur une partie des sujets, et notamment sur ceux qui touchent à l'IA. Donc c'est vraiment très clairement la ligne que défend Donald Trump et que défendent une partie des grands patrons qui le soutiennent. Justement, faut-il y voir une forme de cohérence pour ces grands patrons de la tech, pour qui, à vous lire, l'ennemi numéro 1, c'est l'État, c'est la régulation ? Ah bien sûr, c'est pour la plupart des grands patrons qui ont investi très lourdement dans l'IA aux États-Unis, moins il y a de régulation, mieux ils se portent. D'abord pour des raisons d'innovation un peu pures, parce que ça leur permet effectivement de tester tout un tas de choses sans contraintes particulières, mais aussi parce que ça les laisse totalement maîtres de développer les produits comme ils le souhaitent, les commercialiser comme ils le souhaitent et d'avoir finalement peu de comptes à rendre. Alors, quelques heures auparavant, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qu'on vient de voir et d'entendre, avait confirmé le lancement d'une commission scientifique destinée à faire du contrôle humain de l'IA une réalité technique. Au même moment, Washington ferraille contre les régulations européennes, n'hésitant pas à utiliser des sanctions ciblées. On a vu avec des membres de la Cour pénale internationale privés de certains services américains. Isabelle Rille, ce sont quoi, 2 visions irréconciliables ? Il faut espérer que non, mais on est en train d'avoir une petite bataille, enfin c'est petit, le terme est un peu exagéré, mais entre 2 contre-pouvoirs. Et effectivement, toute la voie, c'est d'essayer de trouver quelque chose qui ne soit pas aux mains de quelques-uns. Et le fait d'avoir une commission dans laquelle il y a des scientifiques, et un grand nombre de scientifiques de renom,
va permettre d'apporter un éclairage. Après, le pouvoir qu'on leur donnera dépendra de la volonté des Nations Unies. Ça ressemble beaucoup à des choses qu'on a déjà connues dans l'économie. Il y a eu le Gilded Age dans les années 1880 où vous aviez aussi bien aux États-Unis qu'en Europe des gens qui maîtrisaient les nouvelles techniques et qui rassemblaient les capitaux de façon extrêmement forte, et qui avaient une capacité d'influence sur le pouvoir politique absolument démesurée, qui a abouti d'ailleurs à tout un tas d'abus. On a fait tirer sur des ouvriers. Carnegie a fait ça dans ses aciéries. On est vraiment dans une forme d'ère un peu dystopique. Je crois qu'il faut effectivement qu'on exprime, nous, Européens, qui sommes encore en démocratie, une voix différente. Et le fait que ça se passe dans une période d'accélération technologique est assez préoccupant parce que cette technologie, elle exprime du pouvoir. Ça peut assez facilement, ça a déjà commencé d'ailleurs en partie à mal tourner. Donc cette volonté d'alignement des non-alignés en réalité, c'est-à-dire des pays européens, de l'Inde et de quelques autres pays, elle fait beaucoup de sens. Reste à savoir si elle arrivera à trouver de la cohérence pour pouvoir s'opposer on y reviendra. aux Américains. En tout cas, paradoxalement, ou pas, des dirigeants américains, dont Sam Altman, alertent sur la montée en puissance de l'intelligence artificielle et le risque d'une super intelligence incontrôlable. Isabelle Ril, ça vous étonne ? Ou comment l'interpréter ? Non, parce que ce n'est pas la première fois déjà. Il est coutumier du fait, c'est récurrent, saisonnier. Il y a 2 ans, effectivement, qu'il avait déjà agité ce scénario catastrophe. Alors, je pense qu'il y a une partie de la communauté scientifique qui est aussi dans une posture inquiète. Il y a une partie alarmiste, on peut dire. Une partie de la communauté scientifique qui est dans plutôt un engouement pour le développement. Là, on parle vraiment d'intérêt privé. Et donc, la question de réguler l'IA, à savoir empêcher son développement chez d'autres quand on la possède, c'est des choses qu'on a vues par le passé dans des domaines un peu différents. Mais vous pensez à quoi ? Je pense par exemple à un domaine qui pourtant est fondamentalement différent. Mais quand on a signé les traités de non-prolifération nucléaire, nous, Français, étions bien contents de posséder l'arme nucléaire. Même si je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui un seul Français qui est pour la prolifération. Mais c'est toujours plus facile d'être en position de force quand on décide d'arrêter de propager une technologie. Vous partagez cette analyse d'un Sam Altman qui veut, en gros, se garder la bombe nucléaire pour lui seul ? Totalement, mais il n'est pas tout seul. C'est le cas, je pense, effectivement, dans un certain nombre d'innovations technologiques qui, effectivement, commencent avec l'arme nucléaire, mais qui se poursuivent par la suite. Sur le déploiement d'Internet, sur les réseaux sociaux, les entreprises qui ont un coup d'avance, elles cherchent toujours à protéger leur avance. C'est malheureusement ou heureusement le fonctionnement de la nature humaine. C'est une façon de verrouiller, d'une certaine façon, le pouvoir qu'ils détiennent. Oui, tout à fait. Après, comme le disait Gilles Babinet, quand il y a eu des moments dans l'histoire des États-Unis où il y a eu des excès gigantesques. Le Gilded Age, ça a aussi été suivi par tous les grands projets de loi qui ont encadré les trusts et les grands groupes aux États-Unis. Il y a souvent aussi un retour de balancier quand les excès sont trop forts de ce côté-là. Et vous pensez que justement il y aurait un retour de balancier avec une plus forte régulation aux États-Unis ? Tout est une question de quelle échéance temporalité on se place, mais la situation est aberrante. Même d'un point de vue strictement des intérêts économiques, il y a tout un tas de travaux académiques qui montrent que la régulation, c'est favorable à l'économie. C'est-à-dire, vous faites des centrales nucléaires sans régulation, vous en faites péter 2, une au Japon, l'autre en URSS, et puis vous perdez 25 ans. C'est ce qui s'est passé, strictement en réalité. D'autant qu'on voit dans le cas d'OpenAI, au moment où il parle de besoin de régulation, d'importants investissements américains en Inde sont annoncés dans les puces, dans les câbles sous-marins, dans les data centers. David Kriep, vous diriez que la priorité pour ces géants américains reste les affaires ? Oui, la priorité reste les affaires, mais la priorité reste aussi de maîtriser les chaînes d'approvisionnement et d'assurer qu'ils resteront les acteurs capables d'extraire la valeur de l'IA. Finalement, l'IA, on voit beaucoup les modèles, l'intelligence artificielle, les algorithmes, les données, mais c'est aussi énormément de matériel, des terres rares, des capacités à s'approvisionner. La priorité, il me semble, c'est surtout la puissance. Les affaires, vous êtes déjà dans des chiffres d'affaires extraordinaires. L'enjeu, là, ici, c'est vraiment un enjeu de puissance qui s'exprime à l'échelle globale. C'est la lutte contre la Chine et le sentiment que ces technologies finiront par être exponentielles et que celui qui atteindra avant l'autre l'exponentialité
gagnera sur tous les terrains. Et donc ça, c'est vraiment un narratif qui alimente beaucoup cette vision complètement messianique de la technologie. Et on est d'accord que l'impact de l'IA sur l'environnement, sur l'emploi, la création artistique, l'éducation, l'information, la démocratie, ça passe au second plan. C'est anthropologique, ça touche tout. Ne pas laisser l'intelligence artificielle aux caprices des milliardaires, nous dit le secrétaire général de l'ONU. Damien Leloup, il a raison de s'alarmer. Il a raison, parce que de fait, aujourd'hui, c'est le cas. C'est-à-dire que Sam Altman décide seul, c'est le mot est peut-être un peu fort, mais quasiment seul des évolutions stratégiques majeures d'OpenAI. Ils sont une poignée de très riches patrons à avoir un pouvoir vraiment exacerbé sur où va l'IA, comment elle est déployée, à quel moment elle est déployée, quels garde-fous ils choisissent eux-mêmes de s'imposer, puisqu'on voit bien qu'effectivement, c'est pas l'administration Trump qui va leur imposer des garde-fous. Donc oui, je pense qu'il a totalement raison. Il y a une poignée de gens, ils sont moins d'une dizaine, qui aujourd'hui exercent un contrôle totalement disproportionné sur l'évolution de ces technologies. Et avec des investissements qui, on le voit, affluent quasi automatiquement vers les groupes les plus cotés. Le risque n'est-il pas précisément d'une hyper-concentration ? Même prenant le risque d'une bulle, en réalité, aujourd'hui on parle d'une levée de fonds de 100 milliards de dollars pour OpenAI. C'est tant mieux pour eux, mais il y a beaucoup d'analyses qui ont démontré que la probabilité qu'ils arrivent un jour proche à faire du profit est pour ainsi dire nulle. Donc il y a une vraie inquiétude sur le fait qu'en réalité, cette volonté de puissance fasse qu'il n'y ait plus de contrôle en réalité de ces choses-là et qu'on a beaucoup de facteurs de bulles. Facteurs de bulles qui sont préoccupants parce que si elles venaient à exploser, elles ne concerneraient évidemment pas que le monde de l'économie, de l'Internet et de l'intelligence artificielle, mais elles auraient probablement un risque de contamination à l'ensemble de l'économie. Isabelle Ril, vous vouliez réagir ? Non, je partage tout à fait. Dans le pouvoir des... Pardon. Mais je pense qu'il y a un facteur aussi qui est, dans la technologie de manière générale et dans l'IA en particulier, il y a un côté winner takes all. C'est-à-dire qu'on l'a vu sur les navigateurs Internet, sur la recherche en ligne. Au bout d'un moment, il y a un produit grand public qui s'impose comme le numéro 1 et qui rafle une proportion disproportionnée des utilisateurs, de la publicité, des revenus, etc. Donc il y a aussi un vrai enjeu là, pour la plupart de ces entreprises à se positionner comme étant la plus puissante, mais aussi la plus puissante auprès du grand public et celle qui va émerger numéro 1 à la fin, parce que c'est aussi là que se joue la survie économique à terme de ces entreprises. Dans les nouveaux maîtres, vous analysez la montée en puissance économique, mais aussi politique et idéologique des géants de la tech, qui autrefois étaient plutôt ancrés dans le camp démocrate et qui se sont depuis ralliés à Donald Trump pour précisément consolider leur hégémonie. Alors il y a un peu des cas de figure différents parce que tous ces grands patrons n'ont pas les mêmes convictions, n'ont pas le même bagage historique ou le même parcours politique. Donc ça dépend entre un Peter Thiel qui lui a toujours été conservateur, toujours été pro-républicain, a toujours soutenu Donald Trump, et Mark Zuckerberg qui opère un ralliement qu'on peut probablement qualifier un peu plus de Peter Thiel, fondateur de PayPal, investisseur très très influent dans la Silicon Valley, qui pendant très longtemps était en gros la seule figure de droite de la Silicon Valley un peu connue. Bon voilà, lui ça a toujours été très clair. Mark Zuckerberg, il opère, donc le patron de Meta, Facebook, Instagram, il opère un ralliement envers Donald Trump dont on peut imaginer qu'il n'est pas totalement sincère, qu'il est peut-être en partie, mais qu'il est aussi effectivement une manière de protéger son entreprise et de se protéger lui-même, parce que Donald Trump a, dans le livre qu'il a publié avant sa réélection, menacé de le mettre en prison. Donc voilà, il y a quand même aussi des circonstances un peu compliquées pour une partie d'entre eux. David Krief, quel regard portez-vous sur ces titans qui fournissent en partie vos outils de travail ? Alors, ce sont des titans qui fournissent nos outils, mais après, il faut distinguer plusieurs choses. Il faut distinguer le titan qui va fabriquer l'intelligence artificielle. Il faut distinguer la personne qui va faire tourner l'intelligence artificielle et qui est l'acteur dont on est le plus dépendant en réalité, peu importe qui l'a construite. Et ensuite, l'acteur qui est capable de l'intégrer dans une vraie utilisation. Et ce sont trois personnes très différentes. Globalement, les personnes qui fabriquent l'intelligence artificielle, les Américains sont très bien placés. Les Chinois, Kimi, DeepSeek sont absolument excellents en la matière. Et Mistral est effectivement un acteur de tout premier plan au plan mondial, ça il ne faut pas l'oublier. Mais les acteurs chinois notamment publient tous leurs travaux, la plupart de leurs travaux en recherche ouverte. Donc ça veut dire que même s'ils font des avancées, leur code est réutilisable librement et leurs avancées sont largement publiées. Après, il y a les gens qui font tourner. Et c'est là où on peut avoir vraiment une dépendance.
Parce que lorsque vous vous branchez à des grands moteurs de Claude, d'Anthropic, à des grands moteurs de ChatGPT, etc., finalement, vous établissez un lien direct avec vos systèmes qu'il va être très difficile de débrancher par la suite. Et l'acteur qui fait tourner votre système, déjà pour une partie essentielle des coûts, c'est très énergivore, donc ça coûte très cher, il faut des data centers, des cartes graphiques, etc., c'est horriblement cher. Et après, il y a le dernier point de dépendance, ce que vous disiez sur le winner takes all, finalement. Donc, c'est-à-dire le gagnant remporte la mise, remporte tout. Le winner takes all, c'est... fort. Oui, mais non, c'est vraiment dans le B2C, celui qui a l'attention des clients. Et donc, lorsque vous utilisez une IA dans une entreprise, il n'y a pas de winner takes all. Mais à partir du moment où l'IA est dans votre poche, que vous avez Gemini ou ChatGPT ou je ne sais quoi qui devient hégémonique, les clients des entreprises passeront uniquement par eux. Peut-être préciser en quoi l'IA transforme-t-elle l'activité d'Aéroports de Paris et en quoi vous dépendez précisément d'acteurs américains ou pas? Alors il y a plusieurs types d'IA, il y a toutes les IA de modélisation, etc. Bon ça je vais pas revenir dessus, c'est assez classique. Il y a tout ce qui permet de faire des modèles pour prévoir, pour Aéroports de Paris par exemple, le nombre de passagers qui va arriver à 12h24 à tel point de contrôle. Parce que ouvrir des points de contrôle c'est compliqué, c'est onéreux. Donc on a intérêt à savoir combien de passagers vont venir précisément à tel endroit. Et ça, c'est un outil américain qui vous permet de le faire? Non, ça c'est des outils d'analyse qu'on a réalisés nous-mêmes. On a des modélisations de flux, pour ça on fait appel à des sociétés européennes pour réaliser ces modélisations de flux. On a de bonnes expertises. Voilà, là-dessus le jeu est complètement ouvert. La clé, c'est vraiment maîtriser les données en la matière. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui va être exploitation des images, la vidéo augmentée. Bon, et là, on est sur beaucoup de startups françaises, beaucoup de startups européennes. Le marché n'est pas encore complètement consolidé là-dessus. Et le cadre réglementaire est extrêmement déterminant. C'est-à-dire que la loi française, en gros, interdit d'utiliser la reconnaissance faciale pour le contrôle d'identité, ce qui n'est pas d'ailleurs le cas aux États-Unis. Alors, elle interdit de l'utiliser s'il n'y a pas de support détenu par la personne. Aujourd'hui, sur les passeports, vous avez une petite puce RFID. Cette puce détient votre photographie. Et donc, on peut vérifier en tapant votre passeport que vous êtes bien la personne que vous dites être. Donc, vous voyez, c'est plus... Voilà, on introduit des raffinements, c'est le cadre réglementaire et c'est assez protecteur des libertés publiques. Et dans les relations avec vos clients, j'imagine que vous utilisez aussi de l'intelligence artificielle générative? Oui, beaucoup. Les échanges avec les clients, les centres d'appel, les messages qui sont envoyés sont souvent enrichis à l'aide d'intelligence artificielle générative. En revanche, c'est deux univers différents. Vous avez la relation avec les clients, où là on a pour partie un outil européen, pour partie un outil américain. Et vous avez l'usage de l'IA générative dans les entreprises, dans les cuisines, où là toutes les entreprises sont encore en phase exploratoire. Alors, dans la guerre tarifaire engagée par Donald Trump, la menace de couper l'accès aux données et logiciels utilisés par les entreprises européennes reste pour l'instant au levier de pression. David Krief, prenez-vous ce scénario au sérieux et comment vous y préparez-vous? Alors, il faut qu'on le prenne au sérieux. Pour ça, on a adhéré à la démarche lancée par Clara Chapaz et la Caisse des dépôts, l'indice de résilience numérique, qui permet d'évaluer les dépendances, quelle que soit la cause. Et l'un des critères de dépendance, c'est évidemment la dépendance géopolitique. Au fond, ça nous pose deux problèmes. Premièrement, le kill switch, la possibilité de couper l'accès à un service. Et là, si on coupe les technologies américaines, plus rien ne tourne, il faut être très clair. Le CIGREF a conduit une étude avec le cabinet Asterès l'année dernière qui montrait que 83% des dépenses de cloud et de logiciels vont aux États-Unis. C'est 264 milliards d'euros. Pour se donner une référence, le pétrole, le gaz, les importations en Europe, c'est 350. On est sur le même ordre de grandeur. C'est le tiers de tout ce qu'on importe des États-Unis chaque année. Donc c'est considérable. Donc il y a cette question de capacité de fermeture, il y a aussi la capacité évidemment de ce fait de faire pression pour augmenter les prix. On le voit. Allez-y. Je voudrais réagir sur deux choses, sur ce que vous venez de dire. La première partie, qui me paraît très importante, sur le fait que toute l'IA n'est pas générative et qu'effectivement, pour vraiment le fonctionnement propre de l'entreprise, ça peut rester des choses développées en Europe ou propriétaires et qui, en particulier, sont beaucoup moins gourmands dans l'énergie aussi. On n'est plus du tout dans les mêmes volumes de données. Et pour le deuxième point, que effectivement 82% de dépendance, c'est très très important, mais c'est aussi un énorme marché pour ces entreprises qui ne peuvent pas non plus trop se permettre de couper les vannes. Oui, c'est sûr que ça aurait un coût, mais on voit cette dépendance numérique, mais c'est aussi une dépendance qui passe par les câbles, par les satellites, les logiciels évidemment. Gilles Babinet, comment sortir de nos dépendances aux technologies américaines? Oui, alors c'est une longue histoire, effectivement. La Caisse des dépôts a entrepris cette réflexion sur
l'évaluation de finalement la périmétrie qui est soumise aux Américains dans les entreprises, entre autres choses, parce qu'il n'y a pas que les Américains sur ce sujet. Et l'analyse que moi j'en ferais, c'est qu'on a mis probablement à peu près 25 ans à perdre une autonomie stratégique. Il faut savoir que ce sont des technologies de télécommunications qui préexistaient étaient européennes, sinon françaises. Le GSM, par exemple, c'était un succès mondial et c'est très largement issu des laboratoires du CNET qui sont français. C'est un consortium européen. Le GSM, c'était la téléphonie mobile. Téléphonie mobile. Là, on est dans une situation vraiment de dépendance très avérée qui a des sujets économiques, vous l'avez évoqué, des sujets géopolitiques. Moi, je pense effectivement qu'a priori, les entreprises n'ont aucune raison d'utiliser ce qu'on appelle le kill switch, c'est-à-dire le bouton d'arrêt. Les Américains n'ont aucun intérêt à le faire. Mais si vous voulez, les Américains n'ont pas intérêt à mettre des barrières douanières, ils le font quand même. Voilà. Et donc, ils peuvent très bien le faire, en réalité. Trump se lève d'un mauvais pied. L'ératisme de la politique américaine est absolu. Donc, imaginez qu'on est dans un environnement raisonnable. À mon avis, c'est se mettre déjà dans une situation de faiblesse. Donc, il faut faire extrêmement attention. Mais je crois que l'erreur, ça serait aussi de considérer qu'on peut sortir de cette situation en 2 ou 3 ans. C'est extrêmement long. Quand on a des systèmes d'information comme les vôtres, certains d'entre eux sont installés depuis des dizaines d'années, ça va mettre longtemps. Mais dans la mesure où, si vous voulez, auparavant, on disait il y a le monde de l'Internet et puis il y a le monde de la vraie vie, et que maintenant, c'est absolument le contraire. C'est-à-dire les deux sont totalement fusionnés. Si vous voulez que le monde de la vraie vie continue à fonctionner normalement, vous avez intérêt à créer votre autonomie stratégique, et je crois le plus rapidement possible. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire, qui va être coûteux, un peu comme les supply chains. Les chaînes d'approvisionnement. Chaînes d'approvisionnement, on allait chercher plein de choses en Chine, on est en train de les ramener sur la plaque européenne, il faudra faire la même chose dans le domaine de la technologie. Il faudra garder évidemment une part d'échange transatlantique, mais le ramener à portion congrue. Gilles Babinet nous dit que ça va être coûteux. Aux États-Unis, on parle de près de 100 milliards d'investissements privés par an dans l'IA, auxquels s'ajoutent les 500 milliards du programme Stargate. C'est plus que 100 milliards. Plus. Auxquels s'ajoutent les 500 milliards du programme Stargate. Comment on peut rivaliser face à... Bon, c'est bon, si on a compris que c'est beaucoup, mais comment précisément rivaliser avec une telle force de frappe financière? Je suis pas sur le côté financier, moi, je suis sur le côté académique. Mais par contre, je suis pas... Gilles a tout à fait raison, ça va mettre longtemps, et je suis pas sûre qu'on puisse redevenir autonome sur tout, pour des tas de raisons de dépendance aux matières premières, etc. Le problème, c'est si on est leader sur rien. Parce qu'on n'a pas de monnaie d'échange, on n'a pas de contrepartie, on n'a pas de moyen de dire que nous aussi, on peut débrancher quelque chose, et qui fait qu'on se retrouve dans une dépendance totale. Et il faudrait essayer de retrouver au moins un leadership sur quelques sujets clés, de manière à avoir au moins un contre-pouvoir à poser en face effectivement d'un comportement erratique ou d'une tentative de domination. Alors, on a quand même un champion français qui s'appelle Arthur Mensch et qui alerte aussi sur le risque de concentration et prône l'open source qui permet aux entreprises ou aux États d'installer et de modifier eux-mêmes les modèles d'intelligence artificielle. Damien Leloup, s'agit-il de deux visions de l'IA qui s'affrontent ? Oui, il y a plusieurs visions, mais il y en a effectivement deux. Une plus ouverte, effectivement, qui conduit à publier le code, à travailler en collaboration internationale au niveau de la recherche, du déploiement, etc., qui est effectivement plutôt incarné par Arthur Mensch. Après, tout ce que fait Arthur Mensch n'est pas non plus open source. L'entreprise commercialise aussi des modèles plus fermés et payants. Et par ailleurs, aucune des grandes entreprises d'IA n'est totalement transparente sur les datasets utilisés pour l'entraînement, sur l'équilibrage fin des modèles. Donc il y a toujours une part de cuisine qui est gardée un peu secrète. C'est pas parce qu'on a le code open source de fonctionnement de l'IA qu'on sait exactement, qu'on peut reproduire exactement l'entraînement et le type de datasets qui ont été utilisés. Donc il reste quand même toujours une part un peu de... Et pourquoi ? Parce que l'open source, est-ce que le modèle économique est viable ? Oui, il y a tout un tas de travaux. Il se trouve que j'ai passé la journée dans une réunion sur l'open source hier, donc vous êtes briefé. On a beaucoup parlé. Le modèle de l'open source est viable à condition d'atteindre une taille critique. Et donc l'idée, ce serait de faire en sorte que ce soit un choix de facto des entreprises et des institutions européennes. Je pense que cette réflexion, elle fait son chemin actuellement. Et on observe que c'est souvent les institutions qui sont en phase de rattrapage qui adoptent cette stratégie. Donc la Chine, on l'a cité tout à l'heure. Le potentiel pour l'Europe est vraiment extraordinaire. Meta aussi.
peu de sourcer. Meta, à un moment, mais c'était Yann Lequin, donc maintenant c'est probablement fini. Et à condition de faire écosystème, je pense qu'ils appellent à Bondra dans ce sens-là, on peut probablement réussir. Pardon ? À condition de faire écosystème, on peut probablement réussir dans ce domaine. Ce qu'il faut, à mon avis, éviter de faire, c'est d'essayer de rattraper. Rattraper, ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est partir sur des nouveaux paris. Il y en a tout un tas, il y en a très nombreux. Là où, notamment, il y a beaucoup de sciences. On est assez bon sur les sciences fondamentales. Dans ce domaine, on peut probablement faire des choses intéressantes. Vous semblez d'accord ? Oui, parce qu'on a déjà, d'abord, l'histoire l'a montré, on a essayé de rattraper les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, on s'est planté à chaque fois. Donc il faut, je pense, un peu de raison et se dire que on a laissé passer ce train-là, on veut se mettre en position pour le suivant. Alors, avec un petit bémol quand même, c'est que, alors, je fais partie des gens qui espèrent que le prochain paradigme sera vraiment une rupture et sera différent, c'est-à-dire que ça ne sera pas une évolution linéaire dans laquelle on va mettre encore plus, ou exponentielle, en tous les cas une évolution dans laquelle on va mettre encore plus de données, encore plus de calculs, encore plus, voilà, mais que ce sera autre chose. On fera l'IA autrement avec d'autres algorithmes. Un petit peu comme les Chinois peut-être ou... Non, parce qu'ils sont quand même encore dans la liste. Vraiment, la rupture, comme avant ChatGPT, vous n'auriez jamais imaginé que ça allait exister, et c'est arrivé d'un seul coup. Et donc ça, c'est bien, mais en même temps, malheureusement, pour un tas d'autres sujets, en particulier aujourd'hui, l'IA sert à beaucoup de choses dans les entreprises, certes, mais aussi pour la découverte scientifique. Et donc, on est obligé quand même de se donner les moyens d'avoir le minimum d'outils au standard actuel, c'est-à-dire ces grands modèles qui nous font défaut, pour pouvoir faire progresser les autres sciences pendant qu'on invente l'IA suivante. Damien Leloup, les États-Unis n'hésitent pas à brandir le modèle chinois, autoritaire, axé sur le contrôle des populations, comme un repoussoir. Vous diriez que c'est une manière habile de faire oublier leur propre tentation de surveillance ? C'est surtout un très grand classique du développement de la Silicon Valley et des modèles de recherche publique-privée aux États-Unis. C'est de pointer vers l'URSS hier ou avant-hier, vers la Chine aujourd'hui, en disant si nous ne contrôlons pas la bombe atomique, l'IA ou les satellites, la Chine ou l'URSS ou l'Iran le feront à notre place. Donc la ficelle est un peu grosse, même s'il y a effectivement une part de vrai. La recherche chinoise avance très vite, est très bien financée, a des modèles de rupture innovants, même s'ils sont moins puissants, comme DeepSeek. Donc il y a une part de vérité, mais c'est quand même essentiellement un artifice politique pour utiliser à la fois par l'administration Trump et par une partie des patrons pour dire laissez-nous les coups des franches. Gilles Babinet, tout à l'heure, vous nous disiez que ça allait coûter cher. Quel financement ? On sait qu'en Europe, le rapport Draghi tablait sur 800 milliards d'investissements par an pour restaurer la compétitivité. Pour l'instant, on en est loin. Oui, on en est loin parce que, en fait, il faut un peu de leadership et de courage politique pour faire ça. On sait d'où vient ce financement. Il vient de l'intégration des marchés financiers, de la capacité à faire des leviers, finalement, sur des fonds qui sont intégrés. Ça nécessite probablement des abandons de souveraineté d'un certain nombre des États membres. On parle aujourd'hui du E8, c'est-à-dire non plus des 27, mais d'un groupe de pays qui seraient prêts à faire des partenariats renforcés. C'est assez déterminant. C'est-à-dire que vous avez des moments dans l'histoire, notamment du fait de la technologie, où les choses accélèrent. On voit qu'on a aujourd'hui une situation de dépendance qui est importante. On comprend que l'intelligence artificielle va être un facteur important de dépendance ou d'indépendance et de productivité. Si on n'est pas capable de faire ça, ça veut dire qu'on n'a plus rien à dire. Et je crois que c'est important de le comprendre. Le modèle européen est quand même très largement envié dans le reste du monde. Le modèle américain a quand même, on les voit d'ailleurs qui apparaissent au grand jour aujourd'hui, un certain nombre de faiblesses qui mettent littéralement en danger leur démocratie. Et donc, finalement, ne pas vouloir défendre ce modèle en faisant ces transferts de souveraineté, moi, me semble historiquement condamnable. Je pense que je reste quand même modérément optimiste parce que, pour être quand même assez fréquemment à Bruxelles à la Commission, je vois qu'il y a finalement cette apparition de risques nouveaux à l'Est avec la guerre en Ukraine et à l'Ouest avec
ce comportement erratique de la politique américaine fait que finalement ce qui était inenvisageable il y a seulement quelques mois devient soudainement une option pour beaucoup de pays. Vous dites une Europe à 8 plutôt qu'à 27, mais on voit que même avec l'Allemagne, c'est très compliqué dès lors que l'on parle de perte de souveraineté pour protéger ses propres accords avec les géants américains. L'Allemagne a tendance à freiner. On l'a encore vu cette semaine avec le projet d'avion de combat européen, sur lequel elle ne semble pas très allante. Oui, dans le domaine du numérique, on a aussi les normes qu'on appelle EUCS, qui ont fait l'objet d'une norme moins disante pour ne pas trop déplaire aux États-Unis. En fait, il faut bien comprendre que nos amis allemands font un chemin en quelques mois qu'il nous a fallu des décennies à faire. C'est-à-dire de comprendre que leurs principaux partenaires économiques, la Chine et les États-Unis, n'en sont pas. Et que ça peut se retourner. C'est difficile, ce chemin. Et donc, si vous voulez, plutôt que de considérer que pour des raisons X, Y, ils ne seront jamais dans notre camp, je pense qu'il faut les accompagner, il faut leur expliquer pourquoi est-ce qu'on peut faire des grandes choses ensemble. Et je suis assez optimiste aussi sur ce plan-là. Oui, puis il y a une question de financement, il y a une question d'accès aux puces, il y a une question d'accès aux données. Aux semi-conducteurs, la stratégie. Mais il y a aussi une question très importante dont on parle un peu moins, qui est celle d'accès aux chercheurs. Les chercheurs aujourd'hui se bousculent un peu moins pour aller aux États-Unis. Alors même si les salaires que peuvent offrir l'industrie de l'IA compensent, mais il y a quand même aussi des problèmes de visa réguliers. Il y a beaucoup de chercheurs français, dont un des plus connus, Yann Lequin, qui était aux États-Unis, qui revient plutôt en France. Voilà, l'Europe, elle joue aussi, elle a encore une forte attractivité aussi dans le domaine de la recherche pour des chercheurs de pointe et notamment la France. Vous confirmez? Alors oui, mais, parce qu'il y a toujours un mais, on est attractif. Alors, il y a recherche publique et recherche privée. Dans la recherche publique, les salaires sont catastrophiques pour viser ce genre de profil. Et pas seulement vis-à-vis des géants américains, vis-à-vis des grandes universités européennes. Des grandes universités anglaises, suisses, allemandes, c'est vraiment différent. On a vraiment un stade. Et là où on n'est pas très bon non plus, si ça reboucle sur le sommet et les annonces qui ont eu lieu, c'est sur l'attractivité des étudiants étrangers. Alors, on est relativement bon sur l'attractivité, mais pas sur le taux de rétention. C'est-à-dire au moment où ils veulent créer leur entreprise, voilà, on forme de très bons étudiants qui viennent des quatre coins du monde, qui reçoivent une très bonne formation française, mais dont une partie trop petite décide de rester, alors soit en fondant leur entreprise, soit en rejoignant des grands groupes, etc., ce qui n'est pas du tout le cas, ce qui n'était pas jusqu'à récemment aux États-Unis. Il y a quand même un grand nombre des fondateurs de start-up ou des leaders qui sont issus de ces mouvements internationaux de jeunes gens. Et c'est lié à cette difficulté de financer son entreprise pour la faire grandir ? J'imagine que c'est multifactoriel. Il y a plein de raisons aux différents âges pour lesquels c'est difficile de rester en France. Et il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Vous avez malheureusement aucune politique publique qui est orientée en ce sens. Et c'est à tel point que lorsque vous faites des études en France, quand vous avez fini vos études, vous recevez une lettre de la préfecture qui vous rappelle le temps qui vous reste avant que votre visa expire, pour pouvoir retourner dans votre pays. Donc, si vous voulez, c'est la dynamique absolument contraire. On cherche à faire du chiffre et à montrer que, finalement, la balance des gens qui rentrent et qui sortent serait équilibrée. Y compris avec des chercheurs en intelligence artificielle. C'est-à-dire que les gens ne font pas la différence entre un chercheur et puis quelqu'un qui a un autre métier. Et ça, je pense que c'est vraiment s'inscrire contre son temps. Vous voulez réagir également? Oui, non, simplement pour dire que moi, je suis optimiste, en fait. Je pense qu'on a plutôt de grandes raisons de penser qu'on va réussir. Quand on regarde les masses financières, on est évidemment un peu épaté. Mais encore une fois, ne parlons pas avec le langage outre-Atlantique, parlons avec le nôtre. Au début des années 2000, il y avait les startups, on expliquait que nous, on avait des grands groupes. Et donc, on pouvait rien faire, on était trop gros. Et maintenant, 25 ans plus tard, on explique qu'on est trop petit. Et vu qu'on est trop petit, on ne peut rien faire. À un moment donné, cessons de parler le langage qui n'est pas le nôtre. On a globalement des entreprises qui sont très innovantes, on a de très bonnes compétences, on a des bons chercheurs. Je ne sais pas si vous avez regardé le taux on a du mal à les garder. de l'IA générative dans la population. La clé, en tout cas en entreprise, pour tirer de la valeur de l'IA générative, c'est que les gens sachent s'en servir. On est 5e pays mondial en usage d'IA générative.
Le 4e est européen, le 3e est européen. Les 2 premiers, c'est Singapour et c'est les Émirats arabes unis. Donc on a un terreau qui est fantastique. Et quand on regarde les masses d'argent mises en place, il y a 2 façons de le voir. C'était comme j'avais eu la discussion il y a quelque temps avec des collègues dans la cybersécurité. Certains disaient, mais regardez la masse qui est mise en cybersécurité dans des solutions, notamment outre-Atlantique, comment pourrions-nous lutter ? Et quelqu'un a eu cette phrase, je trouve merveilleuse, il a dit, mais attends, tu fais confiance, toi, à quelqu'un qui a besoin de mettre autant de milliards pour sécuriser son truc ? Donc regardons les choses positivement et voilà, allons-y, quoi. Merci pour cette note positive. On va repartir à New Delhi où Emmanuel Macron a défendu une approche commune avec l'Inde, une IA régulée au service de l'humanité. Écoutez. L'hégémonie, quelle qu'elle soit, n'est pas une fatalité. Il existe une voie vers l'innovation, l'indépendance et l'autonomie stratégique. Et je suis convaincu que cette voie doit être empruntée conjointement par des pays comme la France et l'Inde. Nous avons déjà accompli beaucoup. L'Inde a choisi une approche granulaire et intelligente, tandis que l'Europe a opté pour une approche souveraine et à grande échelle. Mais les deux ont choisi l'indépendance et les deux ont eu raison. L'hégémonie n'est pas une fatalité. Existe-t-il réellement une 3e voie, plus sobre énergétiquement, plus éthique, avec l'Inde ? Avec l'Inde, il faut l'espérer, mais avec d'autres aussi. Il ne s'agit pas non plus de faire un partenariat bilatéral. Il y a d'autres grands pays. Le Brésil investit énormément en IA. C'est plus, alors je ne suis pas très bonne pour les chiffres, mais plus de 4 milliards entre 2024 et 2028. Le Japon investit beaucoup. La Corée est très en avance sur certains sujets. Et donc il s'agit sûrement de passer d'un monde où on avait des blocs qui étaient totalement alignés sur l'ensemble des sujets à un monde dans lequel il va falloir trouver des alliances en fonction des sujets, y compris avec des partenaires, l'Inde en fait partie, sur lequel nous ne pouvons pas être alignés sur l'ensemble des sujets. Je vous vois. Oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même une part de régulation assez importante sur ces sujets. Et ça peut être des discussions très compliquées avec des démocraties autoritaires comme l'Inde qui n'ont pas forcément effectivement les mêmes valeurs en termes de liberté d'expression, préservation de la neutralité politique, voilà, des sujets qu'on reproche aussi à certains patrons américains ou à l'administration Trump. Donc évidemment que ça reste un partenaire essentiel, un très grand pays pour la recherche, l'économie, le développement. Mais c'est vrai que j'ai du mal à croire qu'on va être beaucoup d'accord sur un certain nombre de points très fondamentaux et très centraux dans le respect des valeurs européennes, quoi. Alors, si je peux me permettre, on était en Inde avec un collègue qui est Frédéric Worms, qui est le directeur de l'École normale supérieure de PSL, et qui a eu une phrase, alors je vais le paraphraser parce que je ne me souviens plus de ses mots exacts, en disant que on ne peut pas, avec un certain nombre de pays, être d'accord sur tous les positifs, mais on peut s'entendre sur le pire et ce qu'on refuse. C'est-à-dire qu'on peut s'entendre sur le fait qu'on ne veut pas d'hégémonie de quelques grands patrons. On peut s'entendre sur un certain nombre de choses qui vont permettre d'avancer ensemble, même si on a des divergences par ailleurs. Sur certains sujets. Cette approche granulaire dont parle Emmanuel Macron en parlant de l'Inde, c'est-à-dire ? Alors pour moi, c'est pas extrêmement clair. Je fais référence au fait que il n'y a pas des grands projets, que c'est plutôt un ensemble de micro-projets qui deviennent grands par la suite, mais vous avez l'air de vous évoquer quelque chose. Oui, ça me pensait à un rapport qu'a publié la Digital New Deal, un think tank, récemment, sur les différentes stratégies. Et l'Inde a une stratégie particulière où elle cherche localement, sur certains éléments de l'intelligence artificielle, à acquérir une capacité autonome. Et donc, a un chemin un petit peu comme ce qu'on peut avoir en Europe, de réduction de la dépendance, mais en empruntant une voie différente. Bon, il nous reste très peu de temps. Une dernière question peut-être pour tous. Les jeux sont-ils faits en matière d'intelligence artificielle ou peut-on encore rebattre les cartes ? Le point qui est singulier, c'est la notion d'exponentialité. C'est-à-dire que le moment où vous avez gagné, ça, beaucoup de gens doutent que ça existe. Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent que quand vous regardez le déploiement des technologies, ça s'exprime dans le temps long. Internet, ça a mis 50 ans à apparaître. Et que ça serait une erreur de se précipiter, qu'il faut planifier, et qu'il faut y aller de façon extrêmement résolue. Et que le bloc des non-alignés a quelque chose à faire. Donc, c'est-à-dire l'Europe, l'Inde. Oui, et peut-être d'autres pays encore, l'Indonésie. Alors moi, je pense que on n'est pas au bout de la course. C'est-à-dire que l'IA générative telle qu'elle existe aujourd'hui n'est pas le bout du tunnel et que donc on peut très bien espérer avoir notre carte à jouer dans la suite.
Damien Leloup, Oui, 30 puis secondes. aucune de ces technologies ne se sont imposées en 3 ans, donc il y a encore un peu de marge. Bon, merci en tout cas pour cette note optimiste. Un dernier mot peut-être? Pareil, non, je suis d'accord, c'est absolument pas joué. Merci beaucoup en tout cas pour vos analyses. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.